Lui, c'est Stéphane. À seulement 22 ans, Stéphane jongle entre son Master 2 en ingénierie quantique à l'ENS et son rôle de cofondateur et CTO de Slingshot, la plateforme numéro 1 en France pour les carrières en tech, finance et conseil. Passionné par les maths et l'informatique depuis toujours, il passe un bac scientifique puis s'envole pour Birmingham afin d'étudier la physique. Là-bas, il cofonde la junior entreprise de sa fac, passe 3 ans dans un labo à créer et coder des applications pour des clients, et il développe alors une vraie vision business, compétence rare chez les développeurs. De retour en France, il rencontre Raphaël Guilhem, que j'ai eu l'honneur de recevoir dans le 3e épisode de ce podcast, et il décide alors de s'associer avec lui pour lancer Slingshot. Son secret, développer un produit qui répond précisément aux besoins des utilisateurs, plutôt que de viser une complexité inutile. Slingshot, c'est le début d'une vraie success story. Mais derrière la croissance et les réussites, il y a aussi des galères et des doutes que Stéphane nous partage de façon authentique dans ce nouvel épisode de... Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeunes Doers, podcast dans lequel j'interviewe des jeunes entrepreneurs, des jeunes artistes, des jeunes sportifs, peu importe, des jeunes en tout cas qui se donnent les moyens de leurs ambitions, qui essayent d'avancer et de faire un pas de plus chaque jour pour atteindre leurs objectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis très content d'être avec Stéphane. Stéphane, comment tu vas ? Ça va super, merci beaucoup de me recevoir. Mec, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2-3 phrases pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis on va aller après un peu plus en détail dans ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, et pourquoi tu es là aujourd'hui autour d'un micro avec moi. Ouais, donc moi c'est Stéphane, j'ai 22 ans, je suis en M2 à l'ENS de Paris, je fais de l'ingénierie quantique, et du coup je suis le CTO de Slingshot, donc la plateforme d'échange de salaire en France. Rappelez-vous les gars, Slingshot, donc, qui a été cofondé par Stéphane et Raph que j'avais reçu dans le 3 ou 4e épisode, je sais plus, au tout début, donc qui est déjà sorti sur la chaîne, qui avait bien marché d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez avoir son point de vue, ça sera intéressant d'aller le voir. Et aujourd'hui, on va avoir le point de vue de Stéphane, qui est un point de vue plus, comme il a dit, il est CTO, donc plus tech, entre guillemets, plus produit. Et en plus de ça, Stéphane, je le reçois un peu plus tard que Raph. Donc ça fait quelques mois que Slingshot est lancé, on va pouvoir aller en détail sur... ce succès, voilà, j'ai envie de dire succès. Moi, j'ai envie de dire succès parce que pour le coup, c'est un très bon début en tout cas, c'est un très bon départ. Et on ira un peu voir toi ce que tu penses de tout ça et quelles sont tes aspirations avec Slingshot. Super. Avant tout ça, et pour en arriver jusqu'ici, j'aimerais bien savoir un peu comprendre. Donc, tu as dit que tu as 22 ans, d'où tu viens, tu as dit que tu es à l'ENS, tu as sûrement fait un bac S, j'imagine. Ouais. Voilà, j'aimerais bien que tu nous dises un peu. Stéphane a 17 ans, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense de faire dans sa vie Ok, du coup, donc moi je suis originaire d'Auvergne, d'une petite ville qui s'appelle Montluçon. Donc c'est là-bas où j'ai fait ma primaire, mon collège et mon lycée. J'étais en bac S et du coup, à ce stade-là, on va dire, de ma vie, j'ai toujours été très intéressé par, on va dire, le business en général. Même au lycée, j'essayais de trouver comment on peut faire de l'argent, comment on peut développer des choses. Et d'un autre côté, j'étais quand même très, très intéressé par la technologie, par les mathématiques, par la science. Ça a toujours été un truc qui m'a beaucoup intéressé. Et du coup, même dès le lycée, voilà, je voulais toujours travailler, on va dire, sur de la tech, apprendre à coder, développer des choses. Mais voilà, le petit truc différenciateur, on va dire, que j'avais avec les autres gens de ma classe, c'est que j'étais quand même très intéressé, comment on monte des entreprises, comment ça se passe, etc. quoi. Tes parents, ils sont un peu entrepreneurs, pas du tout Pas du tout. Donc moi, je suis originaire de Roumanie. Ok. Donc mes parents, ils ont vécu dans le régime communiste à l'époque. Et eux, ils sont médecins. Et pour eux, toutes ces choses, même un peu le système en France d'éducation, etc., c'était très... J'étais un très peu abstrait. C'était très abstrait. Ils ne savaient pas trop comment ça marchait et tout. Et du coup, mon père, il m'a toujours un peu poussé, on va dire, dans cette voie-là. Il trouvait ça très intéressant. Mais ils n'étaient pas du tout dans le milieu, on va dire. Ok, donc toi, en fait, tu suivais des contenus peut-être là-dessus, sur l'entrepreneuriat et autres, ou tu as eu ce truc-là Ouais, carrément. J'aime bien savoir d'où ça vient, tu vois, cette fibre-là entrepreneuriale. Ouais, et ben en fait, du coup, ça avait commencé, je m'intéressais un peu comment ça marche, c'est quoi les moyens de faire de l'argent, etc. Et je me rappelle au début, les premiers trucs que je voyais, c'était sur le dropshipping. Je me rappelle et je m'étais dit, ok, ça a l'air bon, ok, c'est un bon moyen, etc. Je me rappelle, j'avais fait quelques shops à l'époque et j'avais fait genre 2-3 ventes et je m'étais dit, ah, ok, il y a moyen de faire des trucs en ligne. Mais
très très vite, moi j'avais un peu aussi ce regard ou très critique et du coup j'essayais toujours d'aller un peu plus loin. Ok. Ok. En fait, je pense que la ligne directrice dans toute cette aventure entrepreneuriale, c'était, je me posais toujours la question, ok, qu'est-ce que les gens un peu malins, qu'est-ce qu'ils font en fait? Et du coup, j'avais toujours essayé de chercher l'information, que ce soit perdu au fond de Twitter en mode qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, etc. Du coup, Ok. ça avait commencé un peu avec, on va dire, le contenu général. On va Ok. dire. Donc 17 ans, t'es en première, filière S Ouais. scientifique. Donc dans un lycée de province, tu t'aspires à essayer de faire des petits trucs de ton côté aussi, de pas rester que dans le cadre parcours scolaire classique. Ouais. Après, tu fais quoi après le bac? Du coup, donc, après le bac, j'ai pris une décision un peu radicale, on va dire. Alors, avec un peu de recul, c'était pas du tout radical. C'est moi, je voulais être, j'adorais la physique et je me suis dit, je veux faire des études de physique. Ok. Je m'étais dit, ok, si ce truc entrepreneurial, ça marche pas, bon, même si j'avais pas vraiment, je pense pas vraiment ça, je me suis dit, je voulais être physicien. Et du coup, j'avais décidé de partir en Angleterre. Donc, je suis parti à l'université de Birmingham pour faire une licence de physique théorique. Putain. Ouais, c'était un peu. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, je pars dans l'inconnu. Donc ça, c'est une école post-bac, hein, c'est ça? Ouais, bah, Ouais. en fait, en Angleterre, c'est que des universités. Il n'y a Ok. pas ce système d'école, de trucs, de nanana. C'est tout le monde va à l'université, donc ouais, c'est vraiment le système un peu classique où, en fait, tu vas à l'université, tu as des gens qui font de l'info, des gens qui font des maths, des gens qui font de la Ouais, t'as tout le monde psychologie. en Il fait. y a tout le monde, quoi. C'est pas que les universités sur. En France, c'est beaucoup le droit, le marketing, trucs comme C'est ça. ça. Là, c'est tout mélangé. Là, c'est. Donc, tu avais des gens qui faisaient médecine, des gens qui faisaient droit et tout. Et je pensais que j'allais être un peu tout seul. Au début, je me suis dit, Pouah, qu'est-ce que je vais faire là-bas et tout. Mais en fait, quand je suis arrivé, je voyais qu'il y avait plein de Français aussi qui voulaient un peu esquiver la prépa, etc. J'avais vu qu'il y avait toutes sortes de combines que les gens essayaient de faire. Mais moi, c'était vraiment un peu. J'étais parti sur un coup de tête. Et aussi, ça, je m'en suis rendu compte, c'est que l'information, elle quitte pas trop Paris. Et du coup, moi, quand j'allais voir mes profs, même mes profs de physique, et je leur disais, je veux être physicien en gros, ils me disaient, ouais, c'est compliqué ici, tu dois faire prépa et tu vas pas faire beaucoup de physique, alors que t'en manges comme pas possible. Enfin, j'avais eu des conseils un peu chelous. Ouais, je trouve c'est ouf. Ouais, je viens de province, je viens de Nice, donc pareil, pas Paris. Ouais, Et ils voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, quoi. Enfin, ouais, c'est-à-dire que c'est chaud, pour quoi. eux, c'est ok, bah t'es là, tu vas faire la prépa dans notre lycée, même si c'est pas bien pour toi, hein, mais Ouais, on ouais, s'en fout, fais ça. En fait, on connaît que ça. Moi, il y a personne qui m'avait parlé de Dauphine, il y a personne qui m'avait parlé de Paris, il y a personne qui. c'est très dur. En vrai, c'est dingue, hein, c'est trop centralisé à Paris, je trouve. Ouais, Surtout l'information, t'as mis le mot juste, c'est l'information est centralisée à Paris et par définition, on n'a pas du coup tous les mêmes opportunités ouais, ouais. juste parce qu'on connaît pas tous les C'est chemins ça, ouais. possibles. Moi, j'ai été choqué parce que donc, mon prof de physique, il m'avait dit, si tu peux aller en Angleterre, va en Angleterre. Et en fait, bon, maintenant, avec le recul, parce que j'ai rencontré aussi des gens qui ont fait prépa, qui ont fait des écoles d'ingénieurs, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais. Je pense que, à la limite, j'aurais un peu plus aimé prendre, on va dire, le parcours classique. Mais ouais, l'information, elle voyageait pas très loin. Donc, moi, en Angleterre, j'avais rencontré beaucoup de gens qui venaient de Paris, etc., on leur avait appris un peu comment ça fonctionnait. Et j'en avais beaucoup plus appris sur la France en Angleterre, quoi. On va Énorme. dire un peu sur le système. Mais Ok. ouais. Du coup, tu pars à Birmingham. Tu fais combien d'années là-bas? 3 ans. Ouais, 3 3 ans, ans. donc en physique. En physique, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'à côté de ça, tu as encore cette idée entrepreneuriale en tête? Tu montes des petits trucs, peut-être, des petits projets? Ouais, carrément. En fait, donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu beaucoup de chance. Dès la première semaine, j'ai rencontré 2 autres Français qui, eux, qui venaient de Paris. Et eux, ils faisaient de l'informatique. Et moi, donc, au lycée, j'avais commencé un peu à coder à droite, à gauche. Et j'avais toujours cette idée, ouais, on lance des applis, on fait des trucs, etc. Parce que je voyais en ligne des jeunes qui faisaient ça. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire aussi? Et du coup, en fait, pendant ma licence, je passais pas beaucoup de temps en fait en cours. Je passais beaucoup de temps au labo d'info Ok. avec mes potes et on essayait de lancer des petits trucs, etc. À droite, à gauche, on avait plein d'idées. Au début, j'ai l'impression que tous les gens qui font des applis, ils passent par là. Une application dans l'événementiel. On a un truc où tu Ok. découvres des événements. C'est le truc classique. Je trouve que c'est un peu le truc classique parce que c'est un peu ce qu'on connaît, quoi. Ouais. On se dit, et ça, c'est un problème qu'on peut résoudre. Ouais, c'est un lien direct avec notre réalité, donc on C'est essaie ça. de répondre à un besoin qui est pour nous évident, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, on était un peu enfermés. Il y avait un peu ce truc, on va dire, magique où voilà, on était dans le labo et
tous les gens dans ce labo d'infos essayaient de construire des trucs, des petites SaaS, des petits produits, des applis. Tout le monde avait des idées. Toutes les idées, elles étaient nulles, mais tout le monde était à fond dedans, quoi. Mais c'est fou que tu sois plongé en fait, finalement, dans ce milieu-là très tôt, dès la première année, quoi. En gros, t'as 19 ans, t'es là-dedans, en fait. Ouais, mais en fait, alors, je veux pas parler trop vite parce que bon, j'ai pas fait ces années-là en France, mais en Angleterre, il y avait un peu ce système, cette mentalité un peu à l'américaine, Oui, bah, où, tu peux y aller, hein. Je pense que bah, ton sentiment, il est juste, quoi. enfin bon, parce que là maintenant, je vois en France, il y a quand même, enfin bon, toi, même avec le podcast, t'invites des gens, ils font des trucs de fou. Ouais, faut les chercher, hein. Faut les chercher, mais enfin moi, je remarque qu'il y a plein de gens. Mais enfin bref, à ce moment-là en Angleterre, il y avait, je remarquais que les jeunes, ils avaient beaucoup la tête à ça en fait. Peut-être aussi parce que les cours là-bas, c'était pas non plus une charge mentale dingue. Enfin, surtout en info. Moi, j'en ai bavé. Mais donc, en fait, les gens, surtout quand tu fais de l'informatique, ça servait à rien juste d'aller en cours, même si tu voulais trouver du taf. Le truc qui était important, et on te jugeait C'était tes à cette projets, quoi. capacité, ouais, c'était Ouais. tes projets, qu'est-ce que tu sais construire, qu'est-ce que tu sais faire. Et du coup, en fait, les petits, même à ce moment-là, ils se disaient, bah, c'est pas stylé d'aller en cours et d'apprendre tel ou tel algo. Ce qui est stylé, c'est être le prochain Zuckerberg. Et du coup, on était plongé là-dedans, on va dire des petits, parce que tout le monde était un peu on va dire, dans ce mindset. Et surtout dans les universités en Angleterre, il y avait beaucoup d'élèves internationaux. Ok. Et c'est souvent des gens qui viennent de familles assez aisées, d'entrepreneurs et tout ça, et qui sont quand même poussés par leurs parents en mode Culturellement, ils sont déjà un peu là-dedans, quoi. prenez des risques. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Donc tu fais tes 3 ans, tu lances des petits trucs, c'est un peu une émulation Ouais. dans ce labo, comment tu le décris, c'est marrant, on voit très bien comment ça devait être. Enfin, on l'imagine assez bien, je trouve. Est-ce qu'il y a des petits projets qui sortent bien, dont tu pourrais peut-être parler là, des petits Ouais, trucs que tu as fait pendant ce temps-là ou Bah, du coup, bon, je peux faire un petit historique rapide des idées qu'on avait explorées. Donc, il y avait ce truc d'événementiel. À la fin, on l'a même pas sorti. Ensuite, après, on avait une idée, c'était de faire un projet de NFT où chaque NFT retraçait un peu l'histoire de la crypto. Et j'avais commencé à démarcher des graphistes, etc. Mais bon, c'est tombé à l'eau très, très vite. Mm. Et en fait, en troisième année de fac, donc notre dernière année, on avait eu donc un de ces gars-là avait une idée, on va dire, un peu innovatrice, c'était de ramener le concept de junior entreprise en Angleterre. Ok. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait, je crois, 4 ou 5 à l'époque. Et c'était souvent des Français qui étaient venus faire leurs études en Angleterre qui les avaient lancés. Et nous, on s'était dit, OK, l'université de Birmingham, on a une énorme masse d'étudiants qui sont bons en informatique. Pourquoi pas, en fait, créer une junior entreprise et voilà, quoi, faire des projets pour des gens. C'était un peu une agence de Donc développement. junior entreprise, bah, pour ceux qui nous écoutent et même pour moi, parce que je suis pas sûr de bien saisir le concept, parce que je sais qu'il y a des junior entreprises dans un peu toutes les écoles en France. Ouais, Mais globalement, c'est une boîte c'est une sorte d'association, mais qui fait de l'argent, c'est à but lucratif. ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment genre une agence qui développe des projets pour des clients. Donc souvent dans les écoles de commerce, ça va être vraiment une sorte de mini cabinet de conseil qui est géré par des étudiants. Et nous, vu qu'on était surtout des gens qui faisaient de la tech, c'était vraiment genre en mode on développait des sites, des applications, En fait, des une web apps, entreprise, quoi. c'est juste histoire de dire que tu fais une boîte un peu dans l'écosystème scolaire, enfin dans l'université, ça. quoi. Mais c'est une vraie boîte, entre guillemets. C'est une vraie boîte. Je pense que le seul truc qui différencie, c'est que le but, c'est de faire de l'argent, mais c'était pas vraiment d'être profitable, quoi. Nous, on te faisait ton application pour 5000 euros. Enfin, c'était. Ouais, le but, c'est d'apprendre, en fait. Ça reste dans Voilà, ce c'est truc-là ça. de Nous, ce qui nous faisait faire des kiffer, choses, quoi. ouais, c'est ça, c'est faire des trucs. On n'était pas là en mode on va faire une agence hyper profitable. Mais du coup, c'était la première idée qui commençait à marcher parce qu'en fait, on avait eu un peu cette initiative il y avait une dame qui dirigeait l'incubateur de la fac et je m'étais dit, elle venait de Moldavie et du coup, les Moldaves, ils parlent un peu roumain et je me suis dit, je vais faire copain avec elle et en fait, tous les entrepreneurs qui passent par cet incubateur, on va développer leurs produits. Et du coup, en fait, ça a été une bonne stratégie parce qu'on s'entendait bien avec elle, elle nous faisait confiance. Et on avait fait genre 5-6 projets sur 6 mois. On construisait des applications, des sites pour les gens. Et c'était très formateur parce que développer un produit de tech, bon, déjà de un, c'est un peu compliqué. En plus, nous, on devait le faire en un certain temps pour les gens. Et aussi, voilà, aller pitcher des projets à des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup non plus d'argent. Bon, même sinon, c'était à prix cassé. Quand même, voilà, qu'on allait voir des types, on disait, OK,
allez, 5 000 € pour le projet. Tu trembles un peu, tu apprends aussi un peu à négocier. Et À vendre, ouais. c'était très formateur. Je pense que c'était le meilleur truc pour nous pour commencer parce que vendre du service, ça t'apprends énormément. Ok. Mais Hyper voilà. intéressant. Donc ça, c'est un peu la grosse milestone un peu de ces années-là Ouais, c'est à surtout ça. Birmingham. Ouais. Et ensuite, tu reviens, donc 3 ans après, tu reviens en France. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais fait un premier stage en 2e année. Ensuite, après, en 3e année, du coup, c'est là où j'avais fait mon summer en tant que software engineer à Goldman Sachs. Et ensuite, après, donc, j'avais postulé pour le master à l'ENS. Et j'ai décidé de revenir à ce moment-là, quoi, Ok. en France. Et donc, tu as été pris au Master 1 à l'ENS, c'est ça? Voilà, ça, c'était un M1, M2, quoi. Ok. Et c'est donc le même en fait dans lequel tu es actuellement. Il y a eu une césure entre les deux ou Non, pas du tout. Il n'y a pas ce système là-bas. Ok, donc là en gros c'est il y a 2 ans, tu rentres à Paris, tu vas à l'ENS Ouais, c'est ça. et tu continues après de développer un peu des petits projets à côté. Ouais, c'est ça. Du coup, donc, à ce moment-là, on était en train de faire cette junior entreprise. L'idée révolutionnaire, on s'était dit, Ouah, on va faire la première agence décentralisée où en fait, on récupère tous les étudiants en Angleterre et les entreprises, elles passent par nous pour développer leurs outils. Et du coup, on peut donner de la main-d'œuvre, entre grandes guillemets, pas cher. Mhm. Pour les étudiants, c'est super. Il y a plein de concepts en France maintenant qui existent comme ça, où c'est des plateformes où les étudiants ils peuvent faire des projets et tout. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était pas faisable pour nous parce que les marges, elles étaient très faibles. Et surtout, c'est une galère pas possible à gérer, quoi, Ouais, de j'imagine. manière opérationnelle. T'as beaucoup d'humains déjà, donc complexe. Beaucoup d'humains, il faut que les entreprises elles te fassent confiance. Et surtout, bon, moi, vu que j'étais revenu à l'ENS, et à l'ENS, Ouais. ils aiment bien te mettre une énorme charge de travail. À ce moment-là, j'ai compris que le service, c'est pas aussi scalable que ça. Mhm. Et que du coup, si je suis pas full-time, c'est cuit, mort, quoi. Ouais, ok. Donc là tu lances des produits, peut-être du coup tu te diriges un peu plus de ce côté-là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, l'année dernière, septembre, octobre, je commence à comprendre que cette idée de junior entreprise décentralisée, ça peut pas trop marcher. Je vois qu'avec le NS, c'est impossible à gérer. Je suis tout seul. Parce que du coup, les deux autres gars qui étaient avec moi, eux, ils avaient décidé de prendre une année de césure où voilà, ils voyageaient un petit peu, donc on travaillait plus sur ce genre de sujet. Et du coup, j'avais commencé à vouloir faire des produits. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai rencontré Raphaël au début. J'avais eu donc une idée où c'était des professionnels, surtout dans la finance, qui se mettaient sur une plateforme et qui proposaient des calls de mentoring, donc 30 minutes pour parler avec eux. Et du coup, moi, mon but, c'était de ramener des étudiants, ramener les professionnels, construire la plateforme et un peu une sorte de marketplace de mentoring, quoi. Ok. Et donc, ouais, donc j'avais eu cette idée. J'ai développé toute la plateforme en une semaine ou deux, un truc comme ça. Et je me suis dit, OK, maintenant, c'est de l'opérationnel. Il faut que je trouve des professionnels, il faut que je trouve des étudiants. Comment je fais? Donc là, les étudiants, c'était assez simple. J'ai infiltré un peu les groupes WhatsApp de l'EDEC et de l'ESSEC. J'ai fait, OK, j'ai cette idée, rejoignez la waitlist. Et voilà. Et en un message, j'ai eu 160 personnes qui ont rejoint Putain. la waitlist. Et je me suis dit, OK, nice. Et du coup, là, c'était la partie compliquée. Il fallait trouver les Des profs, professionnels. ouais. Et ça, c'était n'importe quoi. Parce qu'en fait, je m'étais dit, très simple, je vais contacter des gens sur LinkedIn. Je leur dis, voilà le projet, voilà le nombre de gens dans la waitlist. Est-ce que vous êtes chaud? Je lance le truc et j'avais fait ma première erreur, c'est que j'avais contacté énormément d'anciens stagiaires. Ok. D'anciens stagiaires en Angleterre. En fait, je m'étais dit, je vais faire une plateforme qui connecte des étudiants qui veulent rentrer et faire leur summer à Londres. Ok, En gros. très Donc, clair. voilà, le summer à Londres en finance, c'est un peu. Il y a beaucoup de gens, même en C'est un peu France, le qui Graal. font. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens en France qui font ça. Et je m'étais dit, moi, je connais le marché anglais. J'ai fait un summer à Goldman Sachs. Bon, je peux un peu vendre une certaine expertise. Tu vois, genre Ouais. en mode de comment Bah, rentrer dedans. marketingment parlant, ça parle quoi. Enfin, ça marche. Voilà. Il y a un sujet, Ouais. je peux dire, bon, je connais 2-3 trucs sur 2-3 trucs, quoi. Et du coup, j'avais contacté énormément de stagiaires. Ils étaient tous chauds parce qu'ils se disaient, voilà, je fais un petit call, ça me rapporte un peu d'argent et tout. Je lance une première fois et je reçois plein de messages de ces gens-là à l'EDEC et à l'ESSEC qui me disent, bah en fait, il est super ton idée, mais pourquoi je vais parler à un type qui est plus jeune que moi et qui a juste fait un stage? Du coup, je m'étais mangé un peu une mandale, surtout parce que les gens en France, ils sont un peu plus âgés.
Et les Ah oui. stagiaires en Angleterre, ils sont plus jeunes. Mm. Du coup, il y a un peu ce truc, je vais pas payer pour quelqu'un plus jeune que moi, quoi. Carrément. Et du coup, Et en plus, les stagiaires étaient peut-être pas forcément les mieux placés ouais, pour conseiller. Bon, même s'ils avaient réussi à atteindre ce stage et tout, ouais, il y a peut-être qu'il moins fallait de... prendre des mecs un peu plus expérimentés, genre 2-3 ans en plus, qui eux recrutent et voient un peu comment ça se passe aussi. Bah, c'est ça. Du coup, en fait, je m'étais dit, bon, première erreur, c'est pas grave, je vais contacter des juniors. Et en fait, je contacte, ça marche pas du tout. Je me dis, bon, ok, il y a un problème. Je vais sur Wall Street Oasis. Je connais pas. C'est genre un site qui est très connu pour ceux qui veulent faire de la finance, où il y a plein de Ok. cours, plein de boîtes, plein d'informations, et il y a un énorme forum. Ok. Et je me dis, je vais aller sur le forum, je vais dire, voici mon idée, Qui est Les- chaud. qui est chaud, les professionnels, venez. Et je me rappelle très bien parce que ça s'est passé en une journée. Je mets le post, et là, je commence à me faire bombarder Ah ouais. dans les commentaires du post en mode, l'idée, elle est nulle, jamais je fais ça de toute ma vie. Shut down le site direct, c'est nul, c'est la pire idée de toute la planète. Mais ok. Et en fait, les gens, ils se disaient, techniquement, je vendais l'accès à ces boîtes en mode que je voulais monétiser le networking, Ouais. en gros. Et je comprenais un peu on va dire, ce que les gens disaient, mais je me disais, tranquille, c'est une idée, quoi. Genre, je lui présente l'idée, il n'y a pas besoin de m'attaquer non plus. Et du coup, à partir de ce moment-là, je m'étais dit, bon, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à rencontrer Raph, je lui avais pitché un peu l'idée, lui, il était chaud et tout. Et je lui ai dit, j'ai fait, écoute, mec, je pense qu'on va jamais réussir à le faire. Les retours sont compliqués, quoi. Les retours sont compliqués, moi, j'arrive pas à gérer le truc. Et du coup, bon, c'était un peu le premier projet où j'avais essayé de lancer un produit et où j'avais appris le premier truc, c'était, ok, quand même faire un projet qui intéresse les clients. J'avais pas réussi à gérer la partie opérationnelle, mais j'avais réussi à bien communiquer mon produit et à ce que les étudiants ils disent ouais, franchement, je suis chaud de payer pour ça, quoi. Et donc là, tu rencontres Raph. Donc là, je rencontre Raph, ouais, à ce moment-là. Et vient un peu sur le tas, et suite à cette idée-là, l'idée de Slingshot, du coup. Ouais, en gros, Tu- donc ouais, en fait, j'avais contacté Raph, je lui avais pitché l'idée, je lui ai dit écoute, lui à ce moment-là, il faisait un peu comme toi tu fais, genre des vidéos avec des gens, il les invite, on parle et tout ça. Et lui, il avait dit ok, putain, ouais, t'as un bon profil, c'est très intéressant, je pense que ça peut beaucoup intéresser ma communauté. Viens, et ensuite, après, à la fin, tu vois, genre, tu parles de ton idée, et ça s'appelait Coffee Chat. L'application, elle s'appelait comme ça, Coffee Chat. Et du coup, donc, on avait fait quelques vidéos et tout, et le courant, il était grave bien passé avec Raphaël, on s'entendait grave bien. Et je lui ai dit, j'ai fait, écoute, mec, les séquences où je parle de Coffee Chat, ne les mets pas parce que je pense que je vais shut down le projet, j'arrive pas à gérer tout seul. Mais je m'étais dit, je m'entends bien avec Raph, je vois que lui, il a une énorme communauté. Moi, le domaine de Coffee Chat, ça s'intersectionne avec la communauté que lui, il a. Complètement, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose? Et du coup, j'ai regardé dans ses commentaires et je voyais qu'il y avait énormément de gens qui se posaient des questions sur les salaires, les salaires, les salaires, les salaires. Nous, on avait fait une vidéo où moi, j'avais donné mon salaire en summer et ça avait fait genre 200 000 vues, un truc comme Ce ça. qu'il m'avait dit, ouais. Et ouais, et du coup, on s'était dit, et donc je lui envoie un message, je dis, ok, j'ai une autre idée. Laisse-moi dev le truc, on voit ce qui se passe. Toi, ça te coûte rien. Moi, ça me coûte du temps, mais bon, dans tous les cas, je vais dev quelque chose. Et en fait, il était grave chaud et direct, sans que je lui demande, il a commencé à marketer le truc à fond. Et du coup, je m'étais dit, bah, let's go, on s'associe, tu vois, genre, nice, tu C'est vois. typiquement Raph, ça. Mais vraiment, j'étais choqué parce que je m'étais dit, en fait, il y a toujours un problème quand on s'associe avec les gens, surtout très rapidement comme ça. Nous, on a pris un risque énorme. Parce que moi, j'aurais pu être pour lui un énorme risque en mode, je m'associe avec un dev qui n'est pas très bon dans le business. Et moi, je me dis, ok, je m'associe avec un gars avec qui j'ai fait 2-3 vidéos, mais ça se trouve, tu vois, genre, il va pas beaucoup m'aider. Tu vois, les gens, des fois, ils mille travaillent pas, quoi. raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher. Enfin, une association, c'est compliqué. C'est ça, ouais. Ça se Voilà, fait très 1000 vite. raisons, tu vois. Enfin, pour 1000 raisons. Ouais, il y a plein de. On a pris le risque et moi, le premier green flag que j'avais eu avec Raphaël, c'est que vraiment, genre en mode, je lui ai un peu pitché l'idée, je lui ai dit, écoute mec, tu vois, genre tu marketes le truc vraiment à ta sauce, si tu veux y aller fort, t'y vas fort, si tu veux pas trop prendre le risque et tout, pas de souci. Et je vois, lui, il bombarde, il bombarde, et je me dis, bah nickel, le mec, il est déter. Moi, ça m'aide énormément parce que j'ai pas besoin de faire de marketing, le mec, il sait exactement ce qu'il fait, et moi, je peux me concentrer sur ma tâche principale, construire un truc qui est utile aux gens. On va revenir juste sur le concept même de Slingshot pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode avec Raph. Ouais. Est-ce que tu peux
pitcher un peu l'idée de base, l'idée que tu avais eue à ce moment-là. Et après, au moins, on va dérouler un peu sur les petits pivots que vous avez fait pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Mais donc, Ouais. Slingshot, à ce moment-là, l'idée, c'est quoi? Slingshot, à ce moment-là, l'idée, c'est très simple. C'est, je me dis, les gens, en fait, ils comprennent pas que dans certaines boîtes, en fonction de l'école que tu as fait, les salaires sont différents. Et du coup, les gens, ils voulaient des datas très précises. Et donc, je dis, on fait simple, une page où tu as un énorme tableau avec plein de gens qui ont mis leur salaire. J'ai fait telle école, je suis dans telle boîte, je gagne tant. Et donc, l'idée de Slingshot, c'était vraiment ça de base. Quand on l'a lancé, au début, c'était un formulaire où vraiment les gens, ils mettaient leur salaire, leur école et la boîte. Et voilà, quand on a lancé, c'était ça, quoi. Ça permettait de fournir de la data précise sur des sujets sur lesquels beaucoup se questionnent et ils n'arrivent pas à trouver justement des réponses. Et on en avait parlé avec Raph, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, et c'est vrai, les salaires, je pense que c'est aussi pour ça peut-être que toi ça t'a étonné, ou en tout cas que tu l'as remarqué dès le début, c'est qu'en Angleterre peut-être c'est beaucoup plus fluide l'information sur les salaires, Ouais. etc. En France, c'est un peu tabou. Et tu prends le croisement, enfin l'intersection de l'argent c'est tabou, mais je suis en finance donc j'ai envie de faire de l'argent. Et en fait, du coup, les mecs dans les commentaires, c'est Ouais. c'est l'explosion. Et du coup, ouais, super idée. En vrai de vrai, super idée parce que à ce moment-là, les seules offres un peu similaires, ou en tout cas les seules offres qui leur permettaient de leur donner des fourchettes de salaire, c'était ce que disent les écoles de co. Ouais. Bon, tout le monde a compris que c'était très bullshit, très peu précis, ça C'est voulait biaisé, un peu rien ouais. dire, c'est une médiane, ça Ouais. ça veut rien dire. Ou à la limite tout ce qui est peut-être les autres, les job place, je sais plus Les job boards, les job ouais. boards, Glassdoor et tout ça, ouais. ouais, où ils t'annoncent en gros un poste, pour des offres d'emploi quoi, avec le montant le salaire. Mais pareil, ça y a pas de granularité sur l'école, sur ton parcours, sur l'expérience, Bah, c'est ça, ouais. sur tout ça quoi. En fait aussi, moi, la manière en fait où j'avais abordé ce concept de tu développes un produit et tu fais quelque chose, c'est ok, donc il faut que tu répondes à un besoin. Mais surtout, et ça c'est un conseil que je donne, il faut que tu aies une idée, moi j'appelle ça des idées scandaleuses. Ok. En mode, une idée scandaleuse, c'est par exemple un site qui éclaircit un sujet tabou. Bah, en fait, directement, c'est hyper marketable. Parce que tu sais que le sujet, il intéresse les gens. Enfin, quand je dis scandaleux, c'est pas un truc négatif, c'est juste, voilà, waouh, un sujet, enfin, un site où les salaires sont disponibles. J'ai envie de voir ce qui se passe. Et du coup, ça aide énormément aussi, on va dire, quand tu distribues l'information. Enfin, nous, on avait remarqué, il y avait un manque d'infos complet. Et en fait, moi, je connaissais aussi dans la tech, nous, on avait Levels, c'est un site qui était assez granulaire où tu pouvais voir les salaires dans la tech, mais c'était très axé États-Unis. Ok. Il y avait un peu de data en Angleterre, un peu de data en France, c'était très tech. Du coup, moi, je me suis dit, ok, bon, bah ça, c'est bien là-bas. Ça marche, s'ils le font, c'est que ça marche aussi potentiellement. Ça marche très bien. Donc il y a un produit market fit en gros. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a moyen de transposer ça, d'agréger un peu tout ça. Enfin, non seulement de la tech, mais aussi finance, conseil, et en France, avec. Avec le système Ouais. des écoles et tout, quoi. Donc, on a fait, ok, il y a plein d'idées qui sont bien. Faisons un truc qui est bien pour la France, en fait, qui aide les gens. Donc, voilà. Ok. Et donc, t'as cette idée-là, t'en parles à Raph, il est chaud, tu lui dis, vas-y, tu peux commencer à la marketer si tu veux, tu fais ce que tu veux. Toi, en parallèle, tu devs ça, Ouais. from scratch, tu fais tout toi-même. Il m'avait dit, je crois que c'est en 2 semaines, t'as codé le truc, un truc comme ça. À peu près, genre 2-3 semaines. Ouais. Ouais, La non. première version, on va Assez dire. rapidement, quoi. Ouais. Assez rapidement. Après, moi, je m'en rends pas compte du tout, tu vois, du taf que c'est, etc. Moi, ça me paraît, ça me paraît impossible. Mais, parce que je suis pas du tout dev. Mais ok, donc tu fais ça. Au bout de 3 semaines, donc là, Raph, lui, commence à en parler sur les réseaux. Ouais. Commence vraiment à bourriner un peu le truc. Bah, il commence à en parler avant même que je dev le truc. Parce que moi, j'avais dit, j'ai fait, écoute, le meilleur moyen de savoir s'il faut qu'on construise ça, c'est qu'on s'il y a en de la parle et traction, qu'on. ouais. Bien sûr. Et c'est quand on avait posté sur LinkedIn et que ça avait fait, je sais plus combien ça avait fait, mais ça avait fait des milliers de likes en une journée. Où c'était un formulaire, en fait, c'était un formulaire, les gens contribuaient, on s'était dit, ok, là maintenant on fait la plateforme. J'avais commencé à dev le truc, mais là Ouais, c'est à puis ce en plus, moment-là où ça je me suis motive. Là, dit. tu dis, ok, enfin, j'ai pas dev pour rien, là, il y a un vrai C'est truc à ça, faire, quoi. Ouais. Et du coup, comme ça permettait un peu aussi de couvrir nos arrières en mode. Moi, j'étais en stage à ce moment-là, je passais énormément de temps à travailler à mon stage. Du coup, je pouvais pas non plus trop prendre de risques et développer quelque chose qui allait pas intéresser les Ouais, gens. bien Quoi. sûr. Ouais, fallait... C'est pas mon but. Donc, ouais. Toujours la vision, on en reparlera après, mais parce qu'on on s'est un peu parlé avant de tout ça, vision marché en tant que dev, etc. T'as vraiment, toi, t'es pas fermé dans ton truc de technique, et on va y venir après parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, vous développez ça, il y a de l'attraction, tu finis la V1.
vous voyez que une fois que la V1 Plus sort et tout, là, il y a des users. Ouais. Tu as des petits chiffres un peu sur les premiers users, les premières semaines, le premier mois peut-être Ouais, donc le premier jour, je pense qu'on avait eu 4000, 5000 visites sur le site. Nous, on s'était mis un objectif. Moi, j'allais dire, je dis, j'espère de tout mon cœur qu'on ait au moins 500 personnes qui viennent sur le site en une semaine. Et quand j'ai vu ça, qu'en 2 heures, c'était accompli, j'étais là en mode yes, genre, super. Mais je crois, la première semaine, on devait être. Il y a eu 4000 visites, mais après, il y a beaucoup de gens aussi qui revenaient. Et on avait mis une sorte de système où les gens devaient mettre leur email, mais il marchait pas très bien. C'était un peu DIY. Je pense la première semaine où on avait récolté genre 2-3 000 emails, un truc comme ça. Ah, c'est beaucoup. Ouais, parce que voilà, c'est le premier jour, il y avait beaucoup de gens qui revenaient sur Ouais. le site. Du coup, ça, c'était génial parce qu'on voyait que les gens, en fait, ils passaient beaucoup de temps. Mais ouais, je crois qu'on avait fait genre. Ouais, on avait récolté 2-3 000 emails en 5 jours, un truc comme ça. Ouais, Ça, c'était en juillet, si je ne m'abuse. ouais, on a lancé le 1er juillet. Ouais. C'était en juillet. Ce qui est marrant, c'est que du coup, vous avez vu peut-être l'épisode avec Raph. Nous, on l'avait tourné en mi-juin, donc c'est 15 jours avant qu'il lance le truc. Ouais. Et il parlait justement déjà un peu de cette traction sur LinkedIn qu'il avait eue, etc. Mais c'est marrant de voir, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode, comme je l'ai dit en intro, c'est que c'est marrant là de voir que en fait, il avait des objectifs, que vous les avez plus ou moins accomplis, Ouais. plutôt bien accomplis même, et de voir aussi du coup l'évolution qu'il y a. Et justement, en parlant d'évolution, donc là, on est en novembre. Ouais. Ça fait juillet, août, septembre, octobre, non, 4 mois que vous avez Ouais. lancé. Si tu dresses un peu, tu dessines un peu un bilan du bilan des courses, tu vois, enfin ce qui s'est passé, Ouais. où vous en êtes en termes de chiffres, en termes de structuration, vous avez fait une V2, voilà, enfin tout ça. Et aussi de toi, ton point de vue, du coup, plutôt dev produit. Comment ça s'est passé? Bon, tu m'as dit que tu étais toujours tout seul à dev le truc. Voilà, toi, comment ça s'est passé un peu là ces 4 derniers mois depuis le lancement? Donc en fait, l'objectif, c'était très simple. Donc nous, on sonde un peu le marché, on voit ce qui doit être fait, ce que les gens veulent, et on l'implémente. Donc au début, on a commencé avec les salaires. Ça a très très bien marché, et ça marche toujours très bien. C'est vraiment... c'est à peu près 40% du trafic total de Slingshot. C'est les mecs qui mettent leur salaire? Enfin, en mode, les gens qui visitent le site, 40% d'entre eux, ils viennent pour les salaires, on va Ok. dire. Même Mais plus. parce que les autres, ils voient quoi? Du coup, donc ça, c'est dès qu'on a sorti la V2 et tout ça. Ah oui, ok. Donc, en fait, sur Slingshot, ensuite, après, on a développé plusieurs features. Il y en a une qu'on a commencé à ajouter, c'est qu'on a commencé à demander aux gens, donnez-nous vos CV et dites-nous dans quelle entreprise ils vous ont permis de rentrer. Et on va ouvrir une page sur Slingshot où on va montrer ces CV. Donc moi, par exemple, j'avais mis le mien, j'ai dit, mon CV m'a permis de passer les screenings à telle boîte. Il y en a d'autres, il y a des gens qui sont rentrés à la Société Générale, il y en a un aussi à Cube qui est un hedge fund. Et du coup, en fait, par exemple, cette page, c'est à peu près 10% du trafic, les gens adorent voir ça. Et surtout, on a mis une petite template et tout. Et c'est un peu la page qu'on maintient le moins, genre en mode on fait pas grand-chose, mais ça intéresse de fou les gens, parce que c'est des CV, ils savent que ça a passé le screening. Du coup, ils kiffent. C'est très... C'est marrant, il y en a qui monétisent carrément leur CV, qui les vendent, leur CV. J'ai vu ça sur LinkedIn. Il y a des gens qui... C'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il y ait de l'attraction là-dessus, parce que les gens veulent voir un peu... c'est un peu intrusif, tu vois. Moi, je m'étais dit, ouais, je sais pas, c'est un CV, quoi. Mais en fait, les gens, il y en a, ils c'est kiffent des de fou. là-dessus. Ouais. En fait, moi, ça me choquait tout le temps. Moi, je connaissais un peu moins, parce que je me dis, tu prends une template, tu le fais. Mais ouais, et en fait, là, donc, les 2 derniers trucs qu'on a sortis qui apportent énormément de traction, c'est le tracker et le répertoire d'entreprise. Alors, quelles sont ces 2 features? Donc, le répertoire d'entreprise, c'est simple. On a pris toutes les entreprises qu'on nous a données à travers les salaires, le retour d'expérience aussi, parce qu'on a ça, les gens, ils notent un peu leur retour d'expérience en entreprise. On a créé un énorme répertoire et les gens, ils adorent parce qu'on a créé des pages pour chaque entreprise où il y a une petite description, ils peuvent voir les salaires dans cette entreprise-là. Et ça nous permet aussi un petit peu de récolter de la data, de voir ce qui intéresse les gens. Et le tracker, donc on a sorti au début un tracker des Summer et des Spring Weeks. Donc c'est 2 styles de mini-stage, on va dire, en Angleterre. Et en fait, il y avait déjà des trackers qui existaient. Donc il y en avait un pour la finance et un pour la tech.
Moi, j'ai fait un algo qui regroupait les deux. Je mettais sur le site. On monétisait pas. Voilà, on avait discuté avec les gens qui avaient fait ces trackers. Ils étaient complètement OK. Donc Tracker, c'est un truc qui suit en gros toutes les offres qui sont sorties pour des Ouais, spring et c'est des ça. summers. Et toi, Voilà, du coup, tu ça. as agrégé de la tech et de la finance. Voilà, j'ai agrégé les deux. Je les ai mis sur le site. Ça marchait très bien. Et en fait, les gens ils me disaient bah, c'est super votre truc, mais bon, on a déjà ces sources qui existaient déjà. Faites un truc pour la France. Et en fait, en France, il y avait pas grand chose de public. Même, je suis presque sûr qu'il y a rien parce que j'ai cherché. Il y a peut-être des trucs dans des assos, dans des écoles. Mais il n'y avait rien vraiment qui monitore certaines boîtes que les gens, enfin, hyper prestigieuses que les gens veulent et qui vraiment chopent les informations directement, quoi. Il y a des job boards, mais les job boards, c'est un peu mélangé. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui nous intéressent pas trop. Et du coup, je me suis enfermé pendant un mois et j'ai commencé à écrire des algos qui vraiment genre, vont chercher toutes les opportunités sur les boîtes. Donc direct sur les sites des boîtes, c'est ça? Voilà, Quand c'est elles ça. sortent leur truc. Toutes les 15 minutes, ils tournent, ils checkent les sites des boîtes. Est-ce qu'il y a un truc? 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 Et du coup, on l'affiche et on a fait une view un peu groupée où, par exemple, bah, tous ceux qui veulent des stages en hedge fund, il y a vraiment une section hedge fund. Et du coup, tu as tous les hedge funds qu'on traque. Et quand tu cliques dessus, tu as toutes les offres qui sont sorties. Et là, le petit hack qu'on a rajouté, c'est qu'en mode, dès que tu ouvres, par exemple, une boîte pour voir les offres de stage, on te met aussi les salaires qu'on a reçus en stage. Et du coup, ça te permet de Tout voir est agrégé, quoi, en fait. ouais, t'as c'est tout. ça. Ouais. C'est hyper smart. L'opportunité et combien j'ai gagné avec cette opportunité, quoi. Hyper cool. Et putain, c'est ouf. C'est hyper intéressant. Parce que du coup, ça, c'est le tracker, c'est sur la V2, je crois. C'est ça? Ouais, V2, V3. Enfin, quoi. et qui est sorti il y a très peu de temps, non, le Ouais. tracker. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir ce truc, donc c'est pour ça que je te demandais aussi exactement Oh, ce que ça avait. on sort des trucs trop rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, en plus, moi, j'ai pas. Enfin, en vrai, je suis pas vraiment client de votre app parce que j'ai pas besoin de. Tu vois, Ouais. moi, c'est bon, mais je comprends 1000 fois que ça puisse servir à des gens. Et moi, je l'ai même recommandé à des potes. Voilà, j'ai fait ma petite pub de mon côté. Ah, merci beaucoup. J'essaie d'apporter mes petites pierres à l'édifice. Mais en tout cas, ok, donc hyper intéressant. Ce que tu as mentionné là, et ça rejoint la discussion qu'on a eue juste avant, et c'est ce sur quoi je vais un peu appuyer, c'est, tu l'as dit dès le début, on a regardé ce que le marché voulait, on a regardé ce que les gens veulent, et on a codé des trucs en fonction. Ouais. Et votre programme, et c'est pour ça qu'il marche vraiment bien, enfin votre boîte, c'est pour ça qu'elle marche vraiment bien selon moi, c'est parce que vous avez un lien très proche avec la communauté, donc grâce aussi à Raph, et vous arrivez à implémenter toujours des nouvelles features, des nouveaux trucs. Ouais. Mais c'est pas des features en mode tu te dis oh putain, je vais faire un truc méga technique, Ouais. machin. C'est non. Tu regardes le marché, tu vois les demandes et toi, tu essaies de faire le truc le plus simple, le plus rapide pour répondre à cette demande-là. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur justement cette vision-là en tant que dev des choses, cette vision-là du business que beaucoup d'autres devs n'ont pas forcément. Il y a beaucoup de devs, moi j'en ai rencontré quelques-uns, et tu me disais aussi pareil que toi, certains des gens que tu connais sont beaucoup plus fermés, ils sont beaucoup plus à vraiment à essayer de faire les trucs les plus techniques parce que c'est Ouais. ce qui les fait kiffer. C'est quoi un peu ta vision là-dessus et pourquoi toi justement tu penses avoir cette vision-là qui est différente et pourquoi les autres n'ont pas cette vision que t'as toi, tu vois, enfin... Bah, je pense c'est largement dû au fait que les expériences, on va dire, entrepreneuriales, surtout au début, par exemple avec la junior entreprise, m'ont très vite fait comprendre que ça sert à rien de dev pour dev, si tu veux faire une boîte. Donc nous, par exemple, avec la junior entreprise, oui, on faisait du développement, mais déjà, dès le début, il y avait une certaine activité commerciale. Donc ça nous a tout de suite dans la tête, on avait ce truc, il faut que les ventes, c'est ce qui est important. Donc pour faire des ventes, il faut que tu aies quelque chose qui intéresse quelqu'un. Aussi, nous, quand on développait des applications pour des gens, ils nous pitchaient leurs idées, on se disait, OK, est-ce que cette idée, elle est bien? Et donc, nous, notre objectif en tant que junior entreprise, c'est de faire le truc le plus simple pour atteindre leur objectif. Donc ça, déjà, ça nous avait façonné un peu l'idée de comment aborder le sujet. Et surtout, en fait, moi, je suis très motivé par le fait... Moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas de développer le truc le plus complexe, c'est que les gens disent « Putain, j'adore ton truc, je l'utilise ». Et du coup, en fait, pour faire ça, il faut poser les bonnes questions et il faut écouter ce que les gens ils font. Et en fait, ça, c'est un truc aussi que j'apprends avec Slingshot, c'est que à chaque fois que je demande à mes users « Est-ce que vous aimez ça ?» Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, c'est sympa », mais j'ai très vite compris que la question qu'il faut poser, c'est « Est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que vous voulez l'utiliser ?» Et du coup, en fait, ça, c'est un très bon move à avoir parce que ça te permet de ne pas passer trop de temps à développer des trucs trop compliqués. Moi, et en plus, moi, à côté, là, j'étais en stage dans une startup qui fait un ordinateur quantique. Alors, je peux te dire qu'en termes de technique, j'étais satisfait déjà là-bas. Je n'avais pas besoin de refaire pareil sur Slingshot. Avec le tracker, je me fais un peu kiffer parce que c'est nouveau, etc. Mais c'est très important. Si tu veux faire un produit qui marche,
Il faut écouter les gens, quoi. Et c'est peu commun chez les devs parce que les devs, en fait, moi, c'est ça que j'admire, surtout, par exemple, chez Rav, chez toi, enfin, vraiment, on va dire les profils un peu plus commerce, c'est que vous faites le taf qui est important, c'est que vous comprenez ce que les gens veulent. Mm. Ensuite, après, moi, je me dis, moi, je construis autour de cette question. Donc, Raphaël, il me dit, les gens veulent ça. Et moi, je me dis, ok, comment je construis quelque chose pour répondre à ce besoin, quoi. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Tu pars du goal et après, tu reviens à comment je le construis. Et t'essayes pas de mettre des fioritures, des trucs, des machins pour te faire kiffer. Au Non. contraire, t'essaies d'aller le plus droit au but, le plus vite, en fait, pour itérer rapidement, C'est ça. donner des solutions, itérer. Mais c'est intéressant parce que, bon, je connais pas énormément de devs, mais j'ai parlé à quelques-uns. Il y en a très peu qui ont ta vision des choses, tu vois. Et je pense que c'est ce qui est. Tu sais, la relation marketing-dev dans toutes les boîtes, dans toutes les startups, c'est souvent un peu tendu. Parce Ouais, que c'est souvent. Euh, chacun a besoin de l'autre, mais ils ont du mal en général Ouais. à communiquer parce que chacun a besoin de l'autre, mais chacun ne comprend pas ce que l'autre fait. Ouais. Et du coup, je pense que c'est aussi ta vision des choses à essayer de faire des choses simples, entre guillemets, ou en tout cas à les vulgariser même auprès de Raph, Ouais. je pense, parce que quand il te dit, enfin, toi, tu dois sûrement le questionner, enfin, le challenger sur des trucs en lui disant, bah voilà, moi j'ai ça, j'ai cette problématique, j'essaie de faire ça. T'es Ouais. obligé de lui expliquer un peu ton code et de lui expliquer Un peu, ouais. tu vois, les problématiques que tu as, j'imagine, dans le dev d'une nouvelle solution. Et je pense que c'est aussi ce truc-là d'arriver à vulgariser la chose, d'arriver à vulgariser ce que tu fais, qui fait qu'en fait ça peut marcher et que ça peut aller très vite entre vous aussi, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça, moi, je lui dis toujours, moi, je lui dis, en fait, Raphaël, c'est simple, il faut que tu me dises, le produit, ça doit être exactement ça, parce que c'est ça que les gens veulent. Après, c'est mon problème de faire en sorte que ça marche. Mm. Et c'est toujours comme ça qu'il faut y aller. Parce que bon, si on part dans l'autre sens, oh, j'ai cette technologie, qu'est-ce que je peux faire avec? C'est dead, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Est-ce que tu fais. T'as fait d'autres projets un peu aussi en parallèle de tout ça? Je sais que t'as monté des petits trucs un peu sympas, si tu peux en parler. Ouais. Du coup, donc l'année dernière, on va dire un peu au même moment où je commençais un peu à théoriser cette idée de slingshot, etc. J'avais rencontré par le biais d'un ami à moi qui était avec moi à la fac à Birmingham et qui lui aussi est de Paris. J'avais rencontré donc 3 personnes de l'EDEC qui avaient un peu une sorte de studio d'application. Ils avaient construit une première application qui avait plutôt bien marché. Et du coup, ils étaient en train de théoriser cette idée pour un jeu mobile. Et du coup, je les ai rejoints. On a développé un jeu qui s'appelle Insight assez rapidement. Donc moi, j'étais un peu dev dessus, on va dire. Et c'est un jeu qui avait très très bien marché parce qu'on avait très très bien allié ce truc en mode ok, on fait un jeu qui pète avec un marketing qui pète, qui bombarde, etc. Et du coup, ça, c'était une expérience que j'avais eue parce que là, le jeu, il a 2 millions de téléchargements où j'avais aussi vu comment vraiment, en fait, le marketing, c'est très très important quand tu fais un produit et surtout, en fait, parce que bon, le jeu, l'idée, elle est très simple. La technologie, elle n'est pas très difficile. Mais le détail que tu mets dans le produit, c'est extrêmement important. Mm. Et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'ils s'éparpillent un peu trop, ils essaient de faire des choses, il me faut telle feature et telle feature et telle feature, alors qu'en fait, il faut choisir un truc simple et le pousser au faire max. parfait. Ouais. Parfait, tout le temps parfait, quoi. Très intéressant. C'est marrant parce que tu mets les mots sur des choses qu'on entend parfois un peu de la part de certains entrepreneurs, de tout ce qui est product market fit, ce qui est un MVP aussi. Est-ce que d'abord tu fais un MVP? Est-ce que tu t'éparpilles? Est-ce que tu fais plein de features? Ou est-ce que tu en fais juste une seule, tu te focuses? C'est de prendre le monopole sur ce truc-là, de le faire parfaitement pour après développer le reste. Et c'est intéressant du coup d'avoir le côté aussi product et toi d'avoir vu que, ok, en fait, on peut faire un petit jeu en gros pas très stimulant techniquement parlant, mais de le faire parfaitement et de faire un très bon marketing et de voir qu'en fait, t'as pas besoin de savoir coder à la NASA pour faire un truc qui marche bien et qu'en fait, si t'arrives à avoir justement un product market fit avec un petit produit, une feature, mais qui marche extrêmement bien, c'est le meilleur truc. T'as le bon combo, quoi. Mais hyper intéressant. Donc 2 millions de téléchargements, quand même, c'est un petit succès, quoi. C'est un bon succès. Donc, ceux qui se sont occupés du marketing là-dessus, ils ont très bien fait les choses. Et il y a eu, c'était une expérience assez magique parce qu'on s'était un peu enfermé en Norvège pour construire le truc, etc. Enfin, ça avait été un peu dev avant, mais pas trop. Et il fallait régler plein de trucs et plein de bugs. Et ça partait un peu dans tous les sens. Vous l'avez codé rapidement, ce truc-là Ça a été fait très rapidement. Enfin, ouais, j'imagine de l'idée au marketing, ça a été très vite. Ça a été très vite. Et en fait, le jeu,
c'était le meilleur indicateur que le jeu marchait très bien, c'est qu'il était rempli de bugs. Moi, mon taf, c'était un peu de nettoyer tous les bugs et de faire en sorte qu'il marche très bien. Ok. C'est que il marchait très très bien et les gens ils disaient mais réglez les problèmes de bugs parce qu'on kiffe le jeu, tu vois. Hmm. Et du coup, on s'est dit même si le jeu il est buggé et que les gens ils kiffent, c'est qu'on a ouais, un bon ouais, truc. ouais. Et du coup, donc on avait fixé les bugs et ça avait augmenté de fou le taux de conversion parce que ça avait un modèle freemium. Et ouais, c'est une folie quoi. Hmm. Et ça te met aussi la barre très très haut en mode de ce que tu peux accomplir. Parce que, on disait un peu, moi sur Slingshot, on est très très content des chiffres qu'on fait. Objectivement, par rapport à la plupart des autres startups, on est vraiment dans une très bonne position. Mais on sait très bien qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire beaucoup plus et c'est vraiment l'objectif, quoi. C'est ce qu'on disait juste avant, on en parlait avant le podcast, donc j'aimerais bien qu'on développe un peu ce truc-là. C'est toi qui me disais aussi que tu as vu différents projets, différentes façons de faire aussi chez des ultra techos, Ouais. chez des boîtes qui avancent moyennement vite finalement. Et toi, justement, tu as un peu ce truc-là de putain, faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. C'est Ouais. bien, c'est un bon début, mais en gros, tout reste à faire. Et c'est vraiment de donner un momentum comme ça, une cadence au projet Ouais. pour essayer de pousser un peu aussi Raph. Donc, et je pense que c'est hyper intéressant. C'est ça qui fera que ça pourra marcher, je pense, parce que On espère, hein. on croise les doigts. Mais en tout cas, c'est bien parti. Quels sont maintenant, du coup, là, vous avez sorti donc, toutes les features dont tu as parlé. Maintenant, comment on monétise tout ça? Comment on gagne de l'argent? Le but, c'est de faire, tu l'as dit toi-même, c'est quand même d'avoir Ouais. une vision business sur le truc. Ouais. Actuellement, vous monétisez pas. Comment tu comptes faire? Et c'est marrant, c'est une question d'ailleurs qu'on m'a posée moi sur votre produit. Ok. Bon, j'en ai un peu parlé, mais tu y répondras mieux que moi, je pense. Ouais, donc nous, on avait toujours eu l'objectif numéro un, même au début, c'était on n'essaye pas de monétiser le côté user en mode étudiant. On essaye de prendre la voie difficile, c'est de faire un produit pour les entreprises. Et donc ça, on avait eu cette idée dès le début, c'était très compliqué, on n'arrivait pas vraiment à formuler, putain, mais ok, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on produit, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit utile. Et du coup, donc là, on a un troisième associé qui va arriver, qui en fait, lui, il est très très bon dans ce qu'il fait, il va s'occuper, on va dire, de la partie un peu plus B2B. Nous, avec Raph, notre objectif, c'est de ramener un maximum d'users, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur Slingshot, on a une possibilité de sonder en fait les étudiants en temps réel sur ce qu'ils aiment ou pas comme entreprise. Et du coup, ça, c'est pour ça qu'en fait, on s'est rendu compte, on est en train de développer un outil de marque employeur qui est génial. Parce qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché aujourd'hui qui vont sonder des centaines d'étudiants. Vous pensez quoi de ça, qui vendent des services hyper chers à des entreprises. Et en fait, moi, un jour, j'étais sur mes analytics du site et je regardais, ok, les gens, ils cliquent là, et ils aiment bien ça et tout ça. Je me suis rendu compte, mais attends, mais en fait, je peux te dire aujourd'hui, ces entreprises sont les plus populaires. Tout le temps. Et on a des fois, on peut avoir genre des milliers de personnes qui viennent sur la plateforme chaque jour. Ou alors, par exemple, une personne va cliquer sur beaucoup d'entreprises, donc je peux voir un peu ce qui se passe. Et donc là, ce troisième associé, il a dit putain, mais ça, c'est une mine d'or, il faut qu'on le développe et tout. Et du coup, là, on a commencé à discuter avec des très grosses entreprises qui sont extrêmement intéressés par cet outil où vraiment ils peuvent dire ok, mon entreprise, est-ce qu'elle est attractive ou non chez les étudiants, quoi. En fait, vous arrivez à faire le pont entre deux mondes, le monde des étudiants et le monde des corporates, Ouais. qui ont de plus en plus de mal à parler aux jeunes générations. Je pense que vous avez dû le voir avec vraiment depuis le digital, en fait, depuis tout ce qui est personal branding, depuis les réseaux. Il y a certaines boîtes qui ont essayé de se mettre sur les réseaux, ça marche pas. Ouais. Ils n'arrivent pas à être attractifs auprès des jeunes, ils n'arrivent pas à faire passer un message positif et jeune auprès des jeunes. Il y a beaucoup de boîtes qui sont un peu dans leur tour d'ivoire à la défense et qui comprennent pas en fait qui ont pas ce retour terrain que vous avez grâce aux data. Ouais. Donc hyper intéressant. Et t'as dit on a pas voulu monétiser auprès des users mais emprunter le chemin difficile. Mais moi je pense que vous pensez aussi, c'est pour ça que vous l'avez fait, mais chemin difficile peut-être, mais chemin pérenne et viable surtout. Parce que monétiser des users, c'est volatile. C'est compliqué, quoi. On aurait peut-être pu commencer à faire de l'argent beaucoup plus vite, mais c'est un peu volatile. Et aussi, bon après, moi, ça, c'est plus moi, c'est que, en fait, le but avec Slingshot un peu, c'est, moi, personnellement, j'ai réussi toujours à trouver un peu des life hacks pour trouver des opportunités professionnelles
je prenais toujours l'avant un peu, ok, comment on peut être malin là-dessus. Et je me suis dit, en fait, je vais traduire tout mon gamebook en une plateforme. Donc, bon, avec les salaires, c'est un peu différent parce que c'est de l'info, mais le tracker aussi. Moi, j'avais toujours les infos avant tout le monde. J'avais toujours le meilleur CV, je savais toujours quoi dire, etc. Et Slingshot, on essaye un peu démocratiser ça en fait pour. On démocratise le truc. Et moi, j'avais toujours eu un peu de mal de monétiser ce savoir, on va dire. Mais ça, c'est plus moi, personnellement. Et Raphaël aussi, il est d'accord avec moi là-dessus. C'est que nous, on trouve que si on fait l'entreprise, c'est un peu plus formateur aussi pour nous de vraiment apprendre à faire du B2B, quoi. Parce que c'est difficile. Les cycles de vente, ils sont longs, c'est compliqué. Il faut construire des relations. C'est très difficile. Les étudiants, ils disent ouais, ils disent non. C'est pas très compliqué de vendre quelque chose à un étudiant. Mais vendre un truc à une entreprise, c'est un autre travail. Et c'est un peu plus rewarding pour nous. On a décidé de prendre ce chemin et pour l'instant ça se passe plutôt bien. On arrive à avoir vraiment des meetings avec des grosses entreprises qui sont très intéressées. Je peux pas trop en dire parce que c'est en train d'être fait maintenant, mais ouais, c'est donc ça c'est vraiment le gros axe de développement en fait, et c'est ce sur quoi vous êtes en train de bosser là, j'imagine, c'est vraiment développer ce côté-là pour arriver à être rentable, à commencer à gagner de l'argent via cette plateforme. C'est ça. Là vous êtes tous les deux en master 2. Ouais. Vous finissez dans 1 an vos études comme moi. Vos idées là, enfin vos objectifs, c'est vraiment de vous mettre full time après là-dessus, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est un peu le goal, quoi. En fait, on s'est dit, donc moi j'ai mon stage qui commence en janvier-février. Raphaël, lui, il a un stage de fin d'études, donc c'est plus tard. Et en fait, on s'est dit, ok, donc là maintenant, on sait exactement ce qu'on veut vendre à ces entreprises. On a une certaine validation de la part de ces entreprises qui sont intéressées par notre produit. Et en fait, on s'est dit, ok, si on arrive à débloquer un certain sentiment de product market fit chez les entreprises jusqu'à la fin de nos études, on se lance full time sur le projet. Parce que là, au moment, on saura que, ok, on est en train de développer quelque chose qui sert à quelque chose. Il y a pour moyen les de gagner de entreprises. l'argent, il y a moyen de faire un truc, il y a moyen d'être utile. C'est ça, voilà. Il y a de l'attraction non seulement auprès des users, mais aussi auprès des gens qui vont vous rémunérer pour apparaître sur la plateforme, pour... C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, bon, si on imaginons tous nos plans ils tombent à l'eau et on n'arrive pas à monétiser le produit, on va toujours continuer à faire Slingshot. Moi, par exemple, le tracker, c'est un algo qui tourne, j'ai juste besoin de le laisser tourner. C'est un truc qui me fait kiffer. Mais voilà, ça sera plus un projet à côté et du coup, on ira aller bosser ou peut-être on lancera autre chose. Mais au moins, ce truc existera pour les étudiants. Mais si on arrive à monétiser avec les entreprises, go, quoi. En mode, pourquoi faire autre chose si on a... Il y a de l'attraction, il y a tout, quoi. Tout est réuni. Bah écoute, dernière petite question un peu plus légère et on finira là-dessus. Pourquoi Slingshot? Pourquoi le nom Slingshot? Si t'as une petite histoire là-dessus, parce que j'avais pas demandé à Raph, je sais pas d'où ça sort ce truc. On s'est posé la question pendant 2 jours et à un moment ça me prenait la tête, j'ai dit on prend un nom et c'est tout, mais c'est Slingshot, ça veut dire lance-pierre. Okay. On s'est dit du coup on te propulse dans ta carrière, quoi, en mode... Et mec, faites de la com là-dessus, mec. Ouais, je sais. Mettez du branding autour de ça, genre. Techniquement, la première phrase quand tu arrives sur la landing page, c'est la première plateforme pour lancer ta carrière. Mais c'est vrai, peut-être on pourrait pousser le délire un peu plus loin. À réfléchir, voilà. Je balance ça comme ça. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Stéphane. C'était hyper intéressant d'avoir ce côté-là. Pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère déjà que vous avez kiffé l'épisode. Si vous êtes dans tout ce délire de tech, finance, conseil, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. N'hésitez pas à suivre Raph sur les réseaux, parce que bon, c'est quand même plus la figure marketing de ce truc-là. Allez sur le site, je mettrai de toute façon toutes les infos en description, donc tes réseaux si tu veux que je les mette, en tout cas les réseaux de Slingshot ils y seront. Et puis voilà, merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup, c'était et puis on se retrouve toutes les 2 semaines, peut-être toutes les semaines, j'accélérerai peut-être un peu le rythme, mais voilà, tous les un dimanche sur 2 à midi, on se retrouve sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Jeunes Doers. Merci, à plus tard, ciao.